Lorsqu'il était petit, mon grand frère était convaincu que le crapaud était le mâle de la grenouille, que la souris était la femelle du rat et que le poney était le petit du cheval. Alors oui, c'est normal pour un enfant de faire ce genre d'erreur, mais si vous avez envie d'explorer un peu plus le monde des animaux avec votre enfant, nous avons une merveilleuse ressource pour cela. Ce sont des images classifiées de tout un tas d'animaux, avec à chaque fois le mâle, la femelle et le petit. Ce qui fait que vous pouvez travailler le vocabulaire des animaux et que vous pouvez aussi reconstituer les familles. Par exemple, le bélier avec la brebis et avec l'agneau. Bref, si vous avez envie d'exploiter cette formidable ressource avec vos enfants, eh bien, je vous invite à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7. C'est notre communauté sur abonnement mensuel. Et ce n'est que l'une des dizaines et des dizaines et des dizaines de ressources que vous pourrez trouver sur cette plateforme. De même que des séances de questions-réponses en direct 2 fois par mois et une merveilleuse communauté pleine d'entraide et d'encouragement. Je vous invite donc chaleureusement à rejoindre l'accompagnement des Montessori 7 si ça vous intéresse. Le lien est dans les notes de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'ai évoqué dans le dernier épisode avec vous 3 grands domaines dans lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle générative pour l'éducation. Et aujourd'hui, comme promis, je voulais aborder dans ce petit épisode bonus ce sujet majeur, cette interrogation majeure qu'ont beaucoup d'enseignants, de parents. Comment éviter la triche avec l'intelligence artificielle ? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur cette notion de triche. Parce que le premier réflexe, c'est de sauter sur les logiciels de détection de plagiat, de détection de textes produits par l'intelligence artificielle, etc. Et ça, à mon avis, c'est une solution qui ne va pas être durable. Je doute qu'on puisse facilement reconnaître un texte produit par l'IA avec la multiplication des IA et avec la grande richesse qu'elles ont. Il suffit de donner un prompt, une invite différent pour avoir un résultat différent, même si c'est légèrement différent. Donc je doute que... Je me trompe peut-être. Je le reconnaîtrai volontiers si c'est le cas. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre que les logiciels de détection d'intelligence artificielle soient une solution d'avenir. Donc, venons-en d'abord à cette question de la triche. Avant que je vous explique le moyen suprême, ultime, pour éviter la triche et pour aider en même temps les élèves à s'améliorer. La question de la triche, il faut savoir que c'est quelque chose qui a toujours existé. Quels que soient les moyens technologiques en vigueur, il y a toujours eu de la triche. Ça peut être la triche qui consiste à copier sur son voisin, à avoir des petites fiches dans sa trousse. Ça a toujours existé. Mais en réalité, d'où vient ce besoin de tricher? Pourquoi certains élèves trichent-ils? Il y a beaucoup de circonstances où en fait la triche n'a pas de sens. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi on triche. Moi, je vois que dans notre instruction en famille, notre aîné travaille avec des cours par correspondance. Et il fait ses devoirs, ses contrôles, ses devoirs sur table, seul, dans sa chambre, avec tous ses cours à côté de lui. Et il peut très bien ouvrir ses cours. Il peut très bien recopier les réponses. Il peut très bien faire ce qu'il veut, en fait, là-dessus. Je ne suis pas derrière lui, comme un pion, à surveiller qu'il fait bien son devoir sur table, sans regarder dans ses cours ou dans sa calculatrice ou je ne sais pas quoi. Mais il n'a pas besoin de tricher. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il tricherait ? Ça changerait quoi ? Alors vous me direz, il aura peut-être de meilleures notes s'il triche. Ok, mais qu'est-ce que ça changerait qu'il ait de meilleures notes ? Si jamais il a une mauvaise note, et ça arrive, eh ben, on ne va pas l'accabler. On va dire, ok, ça c'est un message,
C'est un message que là, ce cours n'est pas maîtrisé. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas comprises? On regarde ensemble la correction. On regarde si c'est un problème de faute d'étourderie, d'erreurs comme ça. Parfois, une simple erreur d'étourderie en maths sur la première question d'un problème se répercute sur toutes les autres questions et on perd beaucoup de points. Donc, voilà, on peut regarder ce genre de choses. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut t'aider à être plus attentif pendant tes devoirs? Si jamais c'était un problème d'apprentissage, de mémorisation, ah oui, là je vois que tes déclinaisons à latin, c'est pas encore bien su. Et voilà, comment est-ce que tu vas t'améliorer? Comment est-ce que tu vas mieux apprendre tes déclinaisons? On réfléchit ensemble à des systèmes pour mieux apprendre. Ou bien, s'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, on le revoit. Et pour moi, la note, ça n'est pas une sanction, ce n'est pas la sanction d'un travail bien ou mal fait. La note est un message. Et la note en soi ne veut rien dire. C'est-à-dire que si tu prenais une dictée, par exemple. Certains professeurs, suivant les niveaux, les classes, etc., vont enlever 1 point par faute dans une dictée. Et peut-être qu'un enfant va se retrouver avec 5 sur 20 parce qu'il aura fait 15 fautes. Et peut-être qu'un autre professeur va compter 1 point par mot bien écrit. Et peut-être que cet élève, le même élève avec la même dictée, se retrouverait avec 17 sur 20 à sa dictée. Bon, je caricature, mais il y a plein de façons de noter. D'autres enseignants vont retirer 1/4 de point pour certaines fautes, 2 points pour des fautes plus graves selon eux, etc. Donc la note en soi ne veut rien dire. Ce sont les erreurs qui ont été relevées dans le devoir qui sont importantes. La note, c'est quand même un message. C'est-à-dire que normalement, un enfant qui a 18-19, c'est que tout va bien. C'est que globalement, tout a été compris. Globalement, tout a été compris, tout a été appris et l'enfant sait exprimer ses réponses. Il y a peut-être eu une petite faute d'étourderie quelque part, une petite faute d'orthographe, enfin rien de grave. Donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Si un enfant a 12, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir. Et si un enfant a 4, là, il va y avoir énormément de choses à revoir. La note est un message. Donc à partir de là, quand on prend les choses de cette façon, il n'y a pas de raison de tricher. Parce que pour l'enfant, l'évaluation devient exactement ce que je viens de dire, une évaluation. Une évaluation de son niveau actuel pour voir où il se situe, où il en est. Ça n'est pas une notation sur sa valeur intrinsèque, sur sa valeur personnelle. Un enfant qui a 4 ne vaut pas moins qu'un enfant qui a 16. En revanche, le travail, il y a des choses qui posent problème dans le travail d'un élève qui a 4 par rapport au travail d'un élève qui a 16. Et donc, il y aura plus de travail à fournir pour mieux comprendre certains aspects du cours, pour mieux les apprendre, etc., et mieux les mettre en pratique. Donc, c'est vraiment fondamental de valoriser la progression de l'enfant, le fait qu'il travaille pour lui-même, et que le devoir sur table, c'est une façon je dis devoir sur table pour le distinguer des devoirs du soir, mais les devoirs, les contrôles, etc., c'est pour vérifier là où en est l'enfant. Je vais partager une dernière chose sur la triche de manière générale. 2 dernières choses. Lorsque j'étais petite, j'étais moi-même dans une classe Montessori. C'est un établissement qui avait à chaque niveau une classe Montessori et une classe non Montessori. Et je me souviens très bien qu'un jour j'ai triché. Ce qui se passait, c'est que je devais faire je me rappelle très bien ce que c'était. Je devais faire une petite fiche de travail sur les articles définis, le, la et L'. Je crois qu'il y avait aussi les, LES. Et donc, j'avais une petite fiche avec l'exercice. Je devais écrire, je pense dans mon cahier, les réponses correctes et ensuite vérifier moi-même avec une fiche corrigée. Et je me souviens très bien que j'avais du mal à comprendre cette notion de pourquoi parfois on utilise un L'. Et est-ce que c'est pour les masculins? Est-ce que c'est pour les féminins? J'avais du mal à comprendre qu'en fait, c'était pas lié au masculin ou au féminin, le L', mais que c'était lié au fait que le nom commençait par une voyelle. L'ours, l'avion. Je cherche l'encre. Voilà, ça peut être des mots féminins ou masculins. Et donc, je sentais que j'étais pas à l'aise là-dessus. Et j'étais plutôt une très bonne élève et je n'avais normalement que des gommettes vertes dans mon cahier.
Parce qu'une fois qu'on s'était corrigé, eh ben on avait des gommettes vertes pour dire c'est bon, c'est acquis. Gommette orange, c'est encore à travailler. Et gommette rouge, c'est pas du tout acquis. Et je voulais pas avoir une gommette orange. Et donc, je suis allée chercher la fiche de correction que j'ai mise sous mon bureau. Et on travaillait tous individuellement. Ça reposait sur la confiance. Et j'ai triché. C'est-à-dire que avant de d'écrire la réponse, je vérifiais sur le corrigé tout de suite quelle était la bonne réponse. Pourquoi je vous partage ça ? J'ai toujours eu ce sentiment d'avoir triché. Et je me suis toujours sentie très mal à l'idée d'avoir fait ça. Bon, ça va, hein. Je ne vais pas non plus fumer de la drogue. Mais bon, je gardais ce dit, mais bon, ouais, j'ai quand même triché alors que j'étais une très bonne élève. Voilà. Ça m'a gênée. Et puis, j'ai réalisé, mais j'étais adulte, hein, c'était il y a quelques années, que en fait, rien ne m'interdisait dans cet environnement d'aller chercher le corrigé. Moi, j'avais peut-être cette vision très, très scolaire, très punitive, de me dire, mais je vais avoir un mauvais résultat. Alors bon, peut-être des choses à la maison aussi, hein, où je savais que si je revenais avec des gommettes rouges, ça allait mal se passer à la maison. Mais en soi, je pense que si l'enseignante m'avait vue, elle serait venue me voir en me demandant tu n'es pas très à l'aise là-dessus, on peut le travailler ensemble si tu veux, mais je ne crois pas qu'elle m'aurait puni ou qu'elle m'aurait dit que c'était de la triche. Parce qu'en fait, dans la pédagogie Montessori, on n'est pas dans cette notion de tricherie. Et en fait, ce que j'ai fait dans cet exercice, c'est pas vraiment tricher. C'est apprendre. C'est un concept que je ne maîtrisais pas. Et j'avais besoin d'un exercice supplémentaire où j'allais faire l'exercice et vérifier tout de suite, avoir ce qu'on appelle un retour immédiat sur l'expérience, un feedback immédiat. Et c'est comme ça que le cerveau apprend, c'est en testant quelque chose et en ayant un retour immédiat. Et ben, j'avais besoin de ce retour immédiat pour apprendre ce concept des articles définis. Et une fois que je l'ai fait avec ce corrigé, ben, j'avais compris, le concept était acquis. Et j'ai plus de problème sur les articles définis. Et je pense que l'enseignante, elle s'en fichait de savoir si j'avais des gommettes vertes ou oranges ou rouges. C'était pas... Alors, dans ma tête, dans mon environnement familial, c'était une histoire d'être bonne élève ou pas bonne élève, de faire bien ou de ne pas faire bien. Mais pour l'enseignante et pour l'environnement, dans cet environnement Montessori, l'idée était tout simplement de voir où on en était. Ça, c'est acquis. Ça n'est pas encore acquis, mais ça va venir. Il suffit de le retravailler un peu plus. Et puis ça n'est pas du tout acquis. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais donc voilà, c'était une expérience que je trouve assez intéressante. Et j'aimerais remettre en question pour vous cette idée de tricher. Comment faire pour qu'un enfant n'ait même pas envie de tricher, n'y voit pas d'intérêt ? Il faut déjà qu'il comprenne qu'il apprend pour lui-même et que les évaluations L'important, en fait, c'est d'avoir des évaluations tôt qui n'ont pas d'enjeu. C'est évident qu'en troisième, toutes vos évaluations de l'année ont un enjeu parce que ça va vous permettre d'avoir une note de contrôle continu pour le brevet. Donc, c'est compliqué de se dire « Non, mais je m'en fiche d'avoir 4 si derrière, je comprends mieux ». Mais avant ces niveaux où il y a vraiment un enjeu aux notations, l'important est vraiment de développer l'idée que l'évaluation, elle a pour but de voir où on en est, de voir les axes de travail et d'orienter le travail qui va suivre. Le problème, c'est que la façon dont on voit l'évaluation dans le système français, c'est on fait un cours, une séquence, et il y a une évaluation qui vient clore cette séquence. Or, l'évaluation, elle ne devrait pas terminer la séquence pour voir le niveau ultime. Il devrait y avoir plein d'évaluations en cours de route. Et ces évaluations en cours de route devraient orienter le reste du travail de la séquence pour que l'enfant, arrivé à la fin de la séquence, ait compris l'essentiel et acquis l'essentiel. Donc, vous voyez que c'est vraiment un changement de paradigme, en fait. C'est changer notre regard sur les notes et sur l'évaluation. Et naturellement, ça fait disparaître le besoin de tricher. Et si on veut développer ça avec nos enfants, là je pense plus aux parents, mais aussi aux enseignants, c'est qu'on peut choisir de valoriser l'honnêteté dans nos rapports au quotidien. Ça peut être, j'aime bien l'idée que chaque famille va avoir une échelle de valeurs plus ou moins importante. Dans notre famille,
l'honnêteté entre les membres de notre famille est pour nous quelque chose de fondamental. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'encourager au maximum. D'autres familles placeront peut-être la recherche d'excellence au-dessus de l'honnêteté ou l'altruisme au-dessus de l'honnêteté. Il y a plein de valeurs importantes. Pour nous, l'honnêteté est quelque chose d'assez fondamental. Eh bien, une des façons que l'on a d'encourager l'honnêteté, c'est, vous connaissez le proverbe « faute avouée à moitié pardonnée ». On a plutôt tendance à appliquer un faute avouée totalement pardonné. Alors, totalement pardonné s'il y a une réparation. Par exemple, j'ai cassé le verre que tu aimais. Ah, ok. Donc déjà, tu vas ramasser les bouts de verre. Hein. Et puis, c'était quand même mon verre. Ou bien c'est un verre qui n'a pas d'importance, et bon, c'est pas grave. Ou bien c'était vraiment un verre qui avait une valeur sentimentale pour moi. Comment est-ce que tu peux le remplacer? Est-ce que peut-être tu peux m'en racheter un avec ton argent de poche? Ou ou trouver une autre façon de me demander pardon? Mais si tu avoues ta faute, tu ne seras pas puni et je ne serai pas énervée. Alors, croyez-moi, ça demande de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur soi parce que il y a des cas où on nous avoue une faute et franchement, on a envie d'exploser. Et donc, suivant les valeurs qu'on veut défendre en premier, on va réagir différemment. Mais si on veut défendre en priorité l'honnêteté, il faut que l'enfant n'ait pas peur de dire la vérité. Il faut que dire la vérité soit la solution qui soit la plus bénéfique pour lui. C'est comme ça qu'on encourage l'honnêteté. Et donc, ça se fait vraiment au quotidien dans la famille. Donc, c'est comme ça qu'on va se poser la question petit à petit de pourquoi l'élève triche et d'essayer de venir à la source du problème. Par exemple, si l'élève a peur de décevoir, s'il triche pour ne pas décevoir ses parents, peut-être qu'il faut parler avec les parents, expliquer que c'est pas grave s'il y a des mauvaises notes, c'est juste une piste pour savoir ce qu'il faut travailler, etc. Si l'élève a peur d'être, ou l'enfant a peur d'être ridicule par rapport aux autres élèves, par rapport à ses frères et sœurs, comment on peut développer une ambiance de classe, une ambiance de famille, dans laquelle les enfants ne se moquent pas les uns des autres, lorsqu'ils disent des bêtises ou lorsqu'ils ne savent pas certaines choses. Si mon enfant triche parce qu'il a un sentiment d'incapacité, il se dit « je vais jamais y arriver, ma seule solution c'est de tricher ». Comment est-ce qu'on va l'encourager, lui montrer qu'il est capable de faire par lui-même? Donc, vous voyez, avant de se poser la question de la triche facilitée par l'intelligence artificielle, il faut se poser la question de la triche tout court et venir à la source en extraire les racines. Mais je vous ai promis un outil ultime pour éviter la triche avec l'IA. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je sais même pas si c'est lui qui l'a inventé, mais j'en ai entendu parler pour la première fois par un professeur d'université américain, dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui proposait ça à ses élèves d'université. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'on peut adapter à des enfants plus jeunes. C'est de faire... Alors, ce qu'il disait à ses étudiants, c'était pour chaque devoir, de faire le devoir par l'intelligence artificielle et de faire un devoir eux-mêmes qui soit meilleur que celui de l'intelligence artificielle. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire que les élèves ne peuvent pas tricher puisqu'ils doivent faire mieux que l'IA. Donc, ils doivent utiliser l'IA, c'est pas de la triche, et ils doivent ensuite voir les faiblesses de l'IA et améliorer encore les choses. Voire faire quelque chose de totalement différent, mais qui va être beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Par exemple, si vous devez faire une dissertation, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais sur le roman naturaliste français, peut-être que l'IA va produire quelque chose d'assez basique et peut-être que vous qui êtes passionné de rock'n'roll, vous allez faire un rapprochement avec le mouvement rock. Je dis n'importe quoi, je suis pas sûre du tout qu'on puisse faire un rapprochement entre le mouvement naturaliste et le mouvement rock, mais je dis ça, vous pouvez y mettre quelque chose de vous pouvez faire un parallèle, faire des métaphores, trouver des exemples qui viennent de votre culture, de quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus varié que ce que pourra produire l'IA, qui sera un peu plus générique. Alors, ça, c'est pour des élèves d'université. Évidemment, ça reste compliqué de proposer ça pour des élèves de primaire. On peut déjà faire ça en lycée, au collège, c'est déjà compliqué. En revanche, on peut faire plusieurs choses. On peut dire aux élèves de produire un premier texte et d'ensuite demander à l'IA de l'améliorer.
et puis de discuter des changements qui ont été effectués par l'IA. Certains seront peut-être bons, mais certains seront peut-être moins bons. On peut aussi demander aux élèves de produire un texte, enfin, de faire le devoir et de le faire faire par l'IA, et ensemble en classe, d'analyser et de comparer les deux. On peut faire tout un tas de choses, et puis l'IA peut venir apporter des idées, de la créativité, et ça peut être assez intéressant. Par exemple, je vais vous donner un exemple de choses comme ça. J'ai eu l'idée de demander à ChatGPT en premier de m'écrire un poème dans le style de Baudelaire. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans un des épisodes sur l'IA. Donc, d'écrire un poème dans le style de Baudelaire sur un berger allemand noir et feu. Parce qu'on a un berger allemand noir et feu à la maison, que Baudelaire a écrit beaucoup de poèmes sur les chats, et je me disais, après tout, on pourrait très bien imaginer un poème de Baudelaire sur les chiens. Sauf que il est plus là pour l'écrire. Et donc, ChatGPT m'a produit un poème qui était, à première vue, assez intéressant. Plutôt dans le style de Baudelaire. Je m'y retrouvais. Je suis très, très fan de Baudelaire. Donc, avec de belles images sur ces couleurs, noir et feu. Et puis, en regardant quand même plus en détail, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Par exemple, les vers n'étaient pas du tout réguliers. C'est-à-dire que c'était pas un poème en octosyllabes ou en alexandrin. Il y avait parfois un vers de 8 pieds, parfois un vers de 12 pieds. Il n'y avait aucune régularité. Et ça, chez Baudelaire, il peut y avoir des alternances de vers. Par exemple, 8 pieds, 12 pieds, 8 pieds, 12 pieds. Mais il va y avoir une structure, une régularité. Là, il n'y avait aucune régularité. Donc, c'était problématique. D'ailleurs, il y avait des vers de 11 pieds, de 13 pieds. Je pense que l'IA avait du mal à comptabiliser les pieds dans un poème. Parce que c'est pas la même chose que les syllabes. C'est un petit peu différent. Par exemple, si vous avez le mot pierre à la fin d'un vers, ça va compter comme un seul pied, pierre. En revanche, si c'est la pierre du chemin, en poésie, on va dire le re, c'est pierre du chemin, et donc ça va compter comme 2 pieds. Et ça, l'IA, je crois, avait beaucoup de mal à analyser ça. L'autre aspect qui m'a surprise, c'était les problèmes de rime. Il y avait des passages qui rimaient et d'autres pas du tout. Donc là aussi, c'était pas vraiment dans le style de Baudelaire. Ou des choses qui rimaient visuellement. Alors évidemment, je vais avoir du mal à vous retrouver un exemple. Je sais. Prenez le mot minutie. Ça finit par T-I-E, mais ça se prononce si. Minutie. Eh bien, imaginez que ça puisse rimer avec partie, parce que partie se finit par TI. Sauf que ça ne rime pas vraiment. Enfin, c'est partie et minutie. Alors, bon, là, vous allez me dire, ça rime quand même en I. C'était des cas comme ça, où les lettres ne se prononçaient pas de la même façon, parce qu'elles étaient... elles ne se prononçaient pas de la même façon, mais visuellement, ça rimait. Non, je vous dis, j'arriverai pas à trouver d'exemple. C'est un petit peu malheureux. Donc ça peut être très intéressant aussi de faire le devoir par l'IA et de demander à l'élève de corriger le texte de l'IA, les points positifs, les points négatifs. Parce que là, ça demande un travail aussi d'analyse, de réflexion. Et puis peut-être ensuite de produire, ce que je vous disais, son propre travail inspiré de ça. Alors, ça peut être encore compliqué avec les jeunes enfants, mais c'est un travail qui peut être passionnant à faire en classe, en groupe, en disant, voilà, on affiche au tableau, au TBI, le poème produit, qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous avez appris sur Baudelaire qui est respecté, qu'est-ce que vous avez appris sur Baudelaire qui n'est pas respecté, etc., etc. Donc, à mon humble avis, l'arme ultime contre la triche par intelligence artificielle générative, ça n'est pas les logiciels de plagiat, les logiciels de détection d'intelligence artificielle. Ça n'est pas de surveiller les devoirs en interdisant les montres connectées, les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce qui peut permettre d'utiliser l'IA ou d'autres ressources. C'est au contraire d'exploiter l'IA
pour pousser les étudiants ou les élèves à faire mieux que l'IA ou à analyser les qualités et les défauts de ce qui est produit par l'IA. On fait d'une pierre deux coups, on leur apprend à mieux utiliser un outil qui risque de faire partie de leur vie de tous les jours, en trouvant les meilleurs prompts, en améliorant, peut-être en choisissant son IA aussi. Parce que ce poème façon Baudelaire, je l'ai fait faire par ChatGPT et je l'ai fait faire par Claude, qui est l'IA de la société qui s'appelle Anthropic. Eh bien, le poème produit par Claude était bien meilleur que celui de ChatGPT. Et peut-être que ça changera parce que les modèles changent sans arrêt. Peut-être que ChatGPT va redépasser Claude, j'en sais rien. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant de donc pousser les élèves à comparer les IA, choisir le meilleur résultat, analyser pourquoi il est bon, pourquoi il est moins bon, et puis être capable eux aussi de produire quelque chose à la hauteur. Et puis encore une fois, on peut aussi directement demander à l'IA d'améliorer la production de l'élève et de lui permettre de voir comment il aurait pu faire mieux en partant de son premier jet, de son premier instinct, comment il pourrait améliorer les choses. Je pense que tout ça, c'est bien plus bénéfique pour les élèves et leur progrès que de chercher à traquer les tricheurs et tous les modes de triche possibles. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé, vous aura apporté des réponses sur comment éviter la triche avec l'intelligence artificielle générative. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai énormément de ressources sur l'IA avec des choses très concrètes, une présentation de différentes IA, de comment personnaliser les IA pour qu'elles répondent à vos besoins, comment rédiger des prompts efficaces, et puis toute une bibliothèque de prompts pour créer des exercices, pour créer des choses qui conviennent à vos enfants ou à vos élèves. Tout ça, c'est disponible dans l'accompagnement des Montessori 7. C'est notre communauté sur abonnement mensuel, avec une tonne d'autres ressources, mais avec un focus sur l'IA dernièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Oh, et avant que vous partiez, n'oubliez pas que sur l'accompagnement des Montessori 7, vous trouverez des dizaines et des dizaines de ressources, comme par exemple les images classifiées des animaux, avec à chaque fois le mâle, la femelle et le petit. Et bien entendu, vous aurez plein d'autres ressources à exploiter en même temps, et vous pourrez en plus me poser toutes vos questions dans les séances de questions-réponses en direct 2 fois par mois. Si vous avez envie de nous rejoindre sur l'accompagnement, le lien est dans les notes de l'épisode que vous venez d'écouter. À très bientôt!